En Saône-et-Loire, la commune de Paray-le-Monial, sa basilique et ses 10 000 habitants. Un village paisible, entouré de routes de campagne, pas toujours bien entretenues, que malheureusement les secouristes connaissent trop bien. Il est 18 h. Les pompiers de Paray-le-Monial partent en urgence. À 15 minutes de là, un véhicule a fait une sortie de route sur la portion dangereuse d'une départementale. Alex, tu me fais un premier balisage du fourgon et de la zone de l'accident. D'accord? On voit déjà un petit peu comment ça se passe quand on arrive. Et sinon, Romain, tu viens avec moi pour commencer. On fait l'arco ensemble. Ces poteaux électriques ont été détruits par cette voiture. Un choc terrible. C'est sur cette route étroite que la conductrice a perdu le contrôle de son véhicule et dérapé. Après plusieurs tonneaux, elle a fini sa course dans le fossé. Bonjour. Alors, conductrice, un conducteur? Une conductrice. Une conductrice. C'est elle. Ok. Toute seule en cause dans la voiture? Oui. Pas d'autres voitures en cause? Non. Ok. La cause de l'accident, c'est ce virage particulièrement dangereux. Faute de moyens suffisants, il est dépourvu de glissières de sécurité comme des milliers d'autres en France. C'est ici que l'automobiliste a perdu le contrôle. Aujourd'hui, la pluie n'a rien arrangé. Un brutal coup de volant a sans doute précipité la voiture sur le bas-côté. La conductrice a survécu miraculeusement. Bonjour. Vous êtes sortie toute seule? Ouais, j'ai paniqué, Âgée de 19 ans, la jeune femme est en état de choc. Elle a l'air indemne, mais Laurence, la chef d'équipe des pompiers, est sur ses gardes. Douleur nuque, bas du dos. Et là, je commence à avoir un peu mal. Ouais, parce que vous avez cogné, il y a un hématome. Et quand vous êtes sorti du véhicule, vous aviez mal à la cuisse? Ouais, j'avais déjà mal et un peu aussi. Pourquoi je vous pose toutes ces questions? Je voudrais pas que ce soit cassé là. Ouais. Et je ne sais pas si c'est cassé, parce que sur le coup, on peut sortir, faire plein de choses, et puis après, par contre, les douleurs arrivent. Je vous couvre au maximum, comme je peux. Je vais Laurence veut éviter que la victime perde connaissance. Vu l'état de la voiture, les pompiers redoutent des fractures chez la conductrice et une hémorragie interne. D'autant qu'ils viennent de déceler une circulation du sang anormale. Oui, il y a des fourmillements côté droit et côté gauche, c'est bizarre. Drôle de sensation. Il y a toujours un risque, l'aggravation, quelle que soit la fracture, il y a des risques de saignement interne et qu'on ne peut pas déceler nous-mêmes comme ça sur place. Après, il faudra qu'elle passe des radios, des scanners pour essayer de voir. Voilà. Laurence et ses collègues doivent à présent extraire la jeune femme en maintenant immobile ses membres. Mais la tâche s'annonce délicate. La victime souffre de plus en plus. Nous, ce qui nous inquiète le plus, c'est surtout sur la partie fémur-bassin. Elle a vraiment une douleur au niveau du bassin, donc il faut quand même qu'on prenne le maximum de précautions. Au niveau de l'échelle de douleur, elle a Elle est 8 sur 10. Là. Ah, tu vois, elle était à 5 quand on est Pour arrivé. le protocole alors. Ouais. Pour soulager la victime, les secouristes lui injectent un antidouleur. Mais nouvelle alerte, sa tension artérielle se met à chuter. Elle est à 10,6. 10,6, on va prendre. On va enlever. Tout à l'heure, on avait une tension à 13. Si la tension continue à baisser, la jeune femme risque de perdre connaissance, avec des complications cardiaques. Plus de temps à perdre, il faut l'évacuer. Je dis pas que vous aurez pas un peu mal. Vous n'hésitez pas à nous dire où ça vous fait mal et comment. D'accord? Les gars, on synchronise bien. L'opération est très sensible. J'ai les épaules, c'est bon. Une mauvaise manipulation du bassin ou de la colonne vertébrale pourrait aggraver l'état de la victime. Ça y est. Presque fini. Ok, super. Équipier, êtes-vous prêts? Ouais. Attention pour hisser, hisser. Halte. On se repositionne. Hisser. Super. Moi, j'ai la planche. Allez, tu vas prendre le relais, Steph. Je prends là, tu prends là-bas, d'accord? Un autre en face. Ok, on est 4, c'est bon, on y va, dans le VSAV. Ça va, on est sorti. Hein? Regarde. Après une demi-heure de soins, la conductrice est prise en charge dans le camion. Les analyses sanguines écarteront toute consommation d'alcool. L'accident est sans doute dû à une vitesse inadaptée, une route beaucoup trop étroite et à un revêtement qui n'absorbe pas assez la pluie. Au final, plus de peur que de mal. La jeune femme de 19 ans s'en tirera avec un fémur fêlé. L'an dernier, plus de 3000 personnes ont eu beaucoup moins de chance et ont perdu la vie sur les routes de France.
Le réseau routier français, c'est plus d'1 million de kilomètres de bitume. Il y a peu, sa qualité en faisait le meilleur du monde. Mais ça, c'était en 2011. Aujourd'hui, d'après le Forum économique mondial, la France pointe à la 7e place. La raison de cette dégringolade ? Les budgets d'entretien consacrés par l'État et les collectivités ont chuté de 25% depuis 10 ans. Et les routes sont toujours plus dégradées. C'est intolérable de voir des trucs comme ça. Ça fait des années que c'est comme ça. Et un jour, il y aura un mort et après, on va pleurer. Un scénario catastrophe est déjà une triste réalité pour cette famille. Un trou dans la chaussée aurait tué le dernier de la fratrie. C'est tombé sur mon frère. Clairement, on lui a tendu un piège. Le mauvais entretien, la négligence des élus. Même à Paris, dans la ville la plus riche de France, de nombreuses rues sont détériorées. Ses plus célèbres avenues sont truffées de nids de poules. Ce manque d'entretien, tout le réseau routier en souffre. Partout en France, des départements et des villes baissent les bras, faute de moyens ou de volonté politique. Est-ce que vous pensez que suffisamment d'argent de la ville est investi pour la restauration de ces voiries? Monsieur le maire, vous ne souhaitez pas répondre? Si certaines routes sont dangereuses, c'est qu'elles sont d'un autre âge et totalement inadaptées au trafic actuel. L'exemple le plus flagrant, la RCEA, la route Centre-Europe-Atlantique. Un axe gratuit à 2 voies et sans séparation centrale, envahi de poids lourds. Résultat, des collisions mortelles à l'appel. La RCEA, c'est un gros problème. Hein. Le nombre de morts que j'ai vu et le nombre d'accidents que j'ai vus, c'est impressionnant. Des milliers de routiers de toute l'Europe qui agissent sans foi ni loi, avec des véhicules dont l'état est déplorable. C'est quoi ce truc? Vous avez eu accident quand? Ça, c'était pas cassé du tout. Des chauffeurs irresponsables, sur des routes inadaptées au trafic, l'association des deux se révèle périlleuse. Vous dites vous-même, j'étais fatigué, j'ai traversé la voie et je suis allé percuter un rail de sécurité. Vous êtes dangereux. Alors, pour sécuriser ces routes parfois conçues à moindre coût, c'est la grande traque. Pour intercepter ces fous du volant, la gendarmerie déploie les grands moyens et les surveille discrètement. Là, ça tombe sur ma gueule. C'est pour ma pompe. La voiture en face, elle devrait être punie aussi. C'est tout. Mais ce combat est aussi mené par les maires des villages. Ce qui est le plus terrible, c'est que vous aviez les corps qui étaient là par terre devant vous. Ça vous marque à vie. Pour chasser les poids lourds qui traversent leur commune en toute impunité, ils vont au contact. Monsieur bonjour, je suis le maire de la commune. Vous ne savez pas que c'est interdit aux poids lourds? C'est la traversée du bourg qui est interdite. Guerre des nerfs, drames humains et budget en berne. Comment le meilleur réseau routier au monde en est-il arrivé là? C'est la faute aux payeurs. C'est qui le payeur? L'État, qui nous donne plus les moyens. Des centres-villes aux grandes nationales enquêtent sur les routes dangereuses de France. Sur cette aire de stationnement à Mâcon, Jérôme Gravel vérifie une dernière fois son chargement. Chauffeur routier depuis plus de 30 ans, il traverse tous les jours la France d'est en ouest pour livrer ses clients. Ouais. C'est des bobines de papier. C'est pour les usines qui fabriquent les emballages. Donc j'amène ça en Charente. Ce jour-là, il part pour un trajet de 400 km. Et pour rejoindre sa destination, il va emprunter un itinéraire redouté de tous. Vous allez prendre quelle route là? Ouais, je prends la RCEA qui est quand même assez dangereuse. Enfin, même bien dangereuse. Qui a sa réputation de la route de la mort. Et on est prêt pour le départ. Celle que les routiers surnomment la route de la mort, c'est la RCEA, la route Centre-Europe-Atlantique. Elle relie la France d'ouest en est sur 1000 km. Construite par l'État dans les années 70 pour favoriser à l'origine le tourisme, cette nationale gratuite est désormais prise d'assaut par les routiers de toute l'Europe. Entre l'Allier et la Saône-et-Loire, plusieurs grands axes se rejoignent. Du coup, le trafic ici est saturé. 15 000 véhicules par jour, dont 47% de poids lourds. Une circulation ininterrompue qui ne se fait que sur 2 voies sans aucune séparation centrale. Conséquence,
Les collisions frontales sont fréquentes et dramatiques. Ces 10 dernières années, plus de 130 personnes y ont perdu la vie. Dans l'Allier, 3/4 des accidents impliquaient des poids lourds. Pour comprendre les dangers de la RCEA, nous avons embarqué à bord du 44 tonnes de Jérôme. Pour moi, elle n'est pas large déjà, et puis s'il y a du monde en face et que vous mettez un coup de volant, vous tapez en face. Un moment de fatigue, un assoupissement. Ah, puis cette route-là, ça ne pardonne pas, un écart, boum. Vous êtes en vrac. Là, on va arriver à un endroit où il y a 3 semaines à peu près, 3-4 semaines, il y a eu un accident mortel, là, juste avant Moulins. Là. Un camion qui s'est tapé une fourgonnette, ils ont atterri sur le parking, puis ça s'est embrasé, quoi, ça a volé. Le gars de la fourgonnette, il est décédé, quoi. Il y a encore bien les traces, et puis ça a tout brûlé. Hein. Le camion, tout, ça a tout brûlé. Hein. Voilà, quoi, là, ça fait peur. C'est là qu'on se dit, ça pourrait être nous. C'est ce qui nous fait un peu peur quand on est sur cette route, quoi. Ces trajets sous haute tension, Jérôme les assure 4 jours par semaine. Sur cette ligne droite à perte de vue, limitée majoritairement à 80 km/h. Il est interdit d'y doubler et quand la circulation s'intensifie, un danger guette. Ces files de camions interminables. Dans leur cabine, des routiers prêts à tout pour arriver plus vite. Ce jour-là, Jérôme suit ce camion extrêmement lent. T'as l'enjose devant, elle est limitée à 70, elle la respecte. Donc, voilà. C'est 80 sur autoroute et 70... Depuis quelques minutes, le ralentissement occasionné par le poids lourd génère beaucoup d'impatience dans la file derrière. Alors, quand la route passe temporairement à 2 voies et autorise les dépassements, c'est la foire d'empoigne. Certains chauffeurs, comme celui-ci, s'engouffrent dans la brèche et mettent tout le monde en danger. Il y en a un qui double. Là, c'est où il va se mettre devant moi et il va aller jusqu'au bout, lui. Ouais, lui, à mon avis, il va finir au zébra presque. Voilà, voilà un comportement, voilà, il est au zébra. Défini sur les zébras, c'est hyper dangereux, quoi. Le fourgon va faire pareil, voilà. Voilà le boulot. Voilà. Voilà la voiture, elle a enquillé derrière pour gagner quoi? Elle a gagné 5 mètres. Prend des risques inutiles. Si le camion avait freiné d'urgence, tout le monde se rentrait dedans, quoi. Et la voiture dans la fourgonnette et la fourgonnette dans le camion. Et celui qui était pour rien, qui se faisait doubler, c'est lui qui ramassait aussi, quoi. Résultat des courses, rien gagné. Si la RCEA est souvent surchargée, c'est que la moitié des poids lourds vient de toute l'Europe. Il faut dire que cet itinéraire transversal est sans péage et très avantageux financièrement. Le transport, il est comme ça maintenant. Depuis l'ouverture de l'Europe, il y a beaucoup d'étrangers, c'est beaucoup eux qui prennent cette route. Quand ils prennent cette route-là, ils ne payent rien, c'est gratuit. Que le patron français, il paye une taxe à l'essieu sur cette route. La taxe à l'essieu, c'est un impôt sur les poids lourds français de plus de 12 tonnes. Il est fixé en fonction du nombre de roues et du tonnage. Il rapporte 200 millions d'euros par an et finance l'entretien des routes. Pour le camion de Jérôme, son patron paie 516 € à l'année. Mais cette taxe n'est pas appliquée par l'État aux transporteurs étrangers. Ouais, c'est là, de là la concurrence déloyale. Hein. Parce que là, ça leur coûte moins cher au kilomètre qu'au patron, ils gagnent de l'argent, quoi. Donc c'est là qu'ils baissent les prix du transport. Des économies pour les chauffeurs étrangers et autres avantages. En cas d'infraction, ils ne perdent aucun point sur leur permis. Résultat, certains routiers prennent des risques inconsidérés au mépris de la sécurité. Alors, pour lutter contre les comportements irresponsables et limiter la dangerosité de cette route, les gendarmes traquent tous les chauffards. Une guerre sans merci contre les fous du volant. Pour la mener, ces unités déclenchent de très gros moyens. Donc là, on part sur un contrôle au-dessus de la RCEA avec un moyen hélicoptère. Donc, je repère les infractions depuis l'air et je transmets les informations à mes équipes au sol pour interception et verbalisation. Le capitaine Morel commande la brigade 10 heures. Sur cette nationale, c'est elle qui intervient le plus.
Lui et ses hommes vont survoler la zone la plus accidentogène de la RCEA et observer les automobilistes sans qu'ils s'en doutent. Dans leur radar, les routiers qui ne respectent pas les distances de sécurité. En parallèle, au sol, 6 motards dissimulés dans les bois tenteront d'intercepter les poids lourds pris en faute. 2 autres collègues, enfin, attendront les auteurs d'infractions pour dresser des amendes. Dans le ciel, le capitaine entame sa surveillance. Et il a une technique infaillible pour vérifier si les distances de sécurité sont respectées. À savoir 50 mètres entre 2 camions et 2 secondes entre un camion et une voiture ou 2 voitures. Et là, le danger disparaît, quoi. Pour repère, entre 2 camions, c'est 2 bandes et un trou. Et entre un camion et une voiture, c'est 2 secondes. Donc on fait des choses vraiment très très flagrantes. Comme le camion qu'on a sur la droite. Là. Le capitaine vient de repérer ce poids lourd blanc. Il colle la voiture noire à moins de 5 mètres. Si celle-ci freine, c'est la collision assurée. Ah, ils sont là, ouais, les motards. Ils sont là. Ouais, ils sont là. Ils partent. Alerté par le capitaine, une équipe de motards se lance immédiatement à la poursuite du camion et le prend en étau. Il arrive ici de toute façon. Tracteur blanc, d'accord. Le gendarme Jonathan Lermite l'attend de pied ferme sur ce parking pour le verbaliser. Au volant, un conducteur français. Monsieur, bonjour, gendarmerie. Alors, on vous contrôle pour les distances de sécurité. Je vous demanderai de me présenter votre permis de conduire. Le chauffeur n'imagine pas une seconde qu'il a fait l'objet d'une surveillance depuis le ciel. Jonathan lui annonce le tarif. Alors en fait, pour les non-respects des distances de sécurité, vous êtes passible d'une amende de 90 € et avec une perte de 3 points sur votre permis de conduire. C'est vrai? C'est une infraction grave. Hein. Ok. Ce conducteur est agacé. Mais il ne conteste pas sa faute. Il règle sur le champ l'amende de 90 €. Ce jour-là, sur la RCEA, aucun temps mort pour la brigade 10 heures. Depuis les airs, le capitaine Morel repère ce camion jaune. Il ne respecte pas les 2 bandes réglementaires de distance équivalent à 90 mètres. Jonathan va se montrer intransigeant. Car sur cette route à 2 voies, déjà surexploitée, ses comportements démultiplient les risques de collision. C'est beau ça. Monsieur, bonjour. Le contrôle du poids lourd va réserver à Jonathan bien des surprises. C'est quoi ce truc? C'est cassé quoi? Le marchepied vient de céder. Vous roulez avec un véhicule qui n'est pas en état? De quoi éveiller les soupçons du gendarme. Vous avez eu accident quand? Ça fait 2 jours. 2 jours? Ouais. Et vous n'êtes pas passé chez un garagiste? Ça, c'était pas cassé du tout. Ça, si. Ah bah si, c'était cassé, monsieur, parce que... Non, je veux dire ça, c'était pas... J'ai failli me blesser d'ailleurs en montant. Oui, mais c'était pas cassé totalement parce que... Si. Ouais, Non, mais il faut l'enlever. Non, je crois que non, c'est parce que... Vous n'allez pas attendre qu'il tombe sur la route et qu'un motard se le prenne. Mais je crois que ça... Ouais, dans le casque? D'accord, vous croyez, d'accord. Ce chauffeur sénégalais résidant en Espagne travaille pour une célèbre compagnie de livraison de colis. Il vient de parcourir plus de 1000 km avec ce camion endommagé qui n'est pas aux normes. Et le contrôle est loin d'être fini. Oui, ça tenait pour tenir Par le contre, lavage. votre clignotant, là, il n'est pas en état? Si, mais l'autre, ça... Ah non, il n'est pas en état. C'est-à-dire? Celui de là, devant là, ça fonctionne. Et celui d'ici aussi. Oui, mais enfin, les autres usagers, ils ne choisissent pas le clignotant qu'ils voient, monsieur. Ce routier fait preuve d'une légèreté déconcertante. Je veux dire que... Oui. Parce que si... C'est pas à vous de choisir quel clignotant doit fonctionner et quel clignotant ne fonctionne pas. Un véhicule est prévu en l'état par le constructeur, il doit être en état de fonctionner. Par exemple, s'il y en a 2, s'il y a un qui fonctionne et l'autre... Mais non, de toute mais... façon, c'était uniquement pour tenir le lavage. Vous tournez qu'à droite, en fait. Non, même à gauche. Mais ça, devant, il y en a un autre. Ça, ici aussi, il y en a un autre. D'accord, très bien. À ce stade, le chauffeur a déjà la garantie d'avoir une amende de 90 € pour non-respect des distances de sécurité. Mais le gendarme va relever une infraction beaucoup plus grave. Le contact est mis. Hein. Il y a un renfort. Jonathan cherche à savoir si ce routier a respecté les heures de conduite et les temps de repos obligatoires pour tous les chauffeurs.
En introduisant sa clé USB dans ce boîtier enregistreur, il va récupérer toutes les données. Chaque conducteur qui prend le volant doit y insérer une carte à puce. Mais bizarrement, ce matin, l'appareil est vide. Ah bon, vous avez oublié de le mettre? Oui, oui. Je me suis rendu compte quand il m'a demandé ça. Ouais. Et du coup, en fait, vous savez que c'est un délit. Là, en fait, il y aura un trou dans son activité qui va peut-être lui permettre en fait, de prolonger son activité journalière au-delà du maximum légal. Donc éventuellement une fraude. Et ça voudrait dire quoi du coup? Ça voudrait dire qu'en fait il constitue un danger parce que s'il n'a pas suffisamment de repos, un engin de 38 tonnes, en fait, vous vous endormez et tout de suite le bilan humain est très lourd, surtout sur un axe tel que la RCEA. Vous avez pris un téléphone pour pouvoir contacter votre employeur? Allez. Pas question de laisser repartir ce camion dangereux sur une route qui l'est déjà. La RCEA n'a jamais été conçue pour accueillir autant de véhicules, qui plus est des véhicules mal entretenus. Il est donc immobilisé et le routier conduit à la gendarmerie. Je vous laisse descendre, monsieur. Jonathan veut analyser toutes les données récupérées. Le chauffeur risque désormais jusqu'à 1 500 € d'amende pour avoir roulé sans carte dans l'enregistreur. Alors, je vous en prie, asseyez-vous sur le siège. En vérifiant l'historique des 28 derniers jours de travail du chauffeur, le gendarme confirme ses soupçons. Le routier a largement dépassé son temps de conduite légale. Sur 2 semaines, vous avez le droit à 90 heures de conduite. Si. On est d'accord. Oui. Vous avez une conduite sur 2 semaines de 95h22, 5h22 de conduite au-delà du maximum réglementaire. Si vous avez un accident, vous êtes mal au niveau de la justice. En poussant l'interrogatoire, Jonathan découvre enfin pourquoi le camion du routier est en si mauvais état à l'avant gauche. Et l'explication est glaçante. Monsieur, suite à un endormissement, en fait, a percuté un rail de sécurité sur la voie opposée de sa voie de circulation 2 jours auparavant, en fait, sur un axe aux alentours de Bordeaux. Vous dites vous-même, j'étais fatigué, j'ai traversé la voie et je suis allé percuter un rail de sécurité. Vous n'avez pas un vélo dans les mains, vous avez un 38 tonnes, monsieur. La seule chance que vous avez, c'est qu'il n'y avait personne en face. Oui, parce qu'il y avait un camion, on était 2 camions et moi, je dépassais l'autre là. Et ça m'a touché comme ça. Vous avez dépassé un camion? Oui. En étant fatigué, et c'est comme ça que vous percutez le rail en face? Non, mais quand je dis fatigué... Alors moi, je serais vous, monsieur, je me remettrai en question au niveau de ma conduite. Mais c'est la nuit. Et donc dans la nuit, vous avez le droit de tout faire? Non, le fait que moi je voyais que je pouvais. Mais une fois que je touche le camion, je dis non, mais je m'en vais, j'arrête. Parce que oui, mais c'est trop tard. C'est trop tard, l'accident a eu lieu. Oui, d'accord. J'ai touché la barrière. Parce que vous êtes même pas fait dangereux. Pour ce chauffeur, la facture est salée. Son employeur a dû s'acquitter d'une consignation de 1 500 € en attendant le jugement du tribunal correctionnel. Je vous laisse signer ici. Le routier repartira 24 heures plus tard après avoir fait réparer son clignotant. Ce jour-là, en seulement 1 heure, la brigade 10 heures a interpellé 8 poids lourds pour non-respect des distances de sécurité. Une route saturée de camions, inadaptée au trafic et des comportements à risque, autant de raisons qui font de la RCEA l'un des axes les plus meurtriers. Mais depuis plusieurs années, le danger s'est propagé aux villages alentours. Chaque jour, des dizaines de chauffeurs quittent la RCEA et empruntent cette bifurcation pour prendre un raccourci. Une économie de 14 km pour rejoindre la Nationale 7. Le problème, c'est que ce raccourci passe par le village de Montbeny. Dans cette commune de 700 habitants, la traversée des poids lourds est interdite. Pourtant, son maire, Guy Charmetan, passe sa vie à les chasser. Son surnom, le shérif de Montbeny. À chaque bruit de moteur, il quitte précipitamment sa mairie et va au contact des camions. Monsieur, bonjour, je suis le maire de la commune. Vous allez où droit, non? Comment? Vous allez livrer? Là, je vais livrer, ouais. Où? Il n'y a personne qui s'appelle de ce nom-là, là. Pour prendre en flagrant délit les resquilleurs, le maire n'hésite pas à réclamer aux chauffeurs leur bon de livraison pour vérifier leur itinéraire. Parce
D'accord. Non, non, là vous pouvez. Chandiou, c'est à Lusigny. Mais c'est pas la bonne route. Alors lui, il va livrer. Pas de chance parce qu'il tourne à droite. Il va livrer dans une commune à Lusigny. Là. Donc lui, il n'est pas en interdiction. On voit qu'il tourne à droite. Il n'est pas en interdiction. Mais il y en a beaucoup. 80%, c'est pour aller tout droit. Alors ils me la font. Quelquefois, ils me racontent qu'ils vont livrer là dans le coin, etc. Mais bon, je me laisse pas faire. J'ai quand même 30 à 40 camions qui passent par jour dans Montmagny, malgré l'interdiction. Et vous en avez marre? Oui, oui. Mais par contre, je ne me lasse pas. C'est un combat perpétuel. Perpétuel, tout le temps. Faut être, bon, la nuit, quand même, je dors. Mais la nuit, je sais qu'il en passe aussi beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup moins de risques. Les chauffeurs qui traversent ce village risquent une amende de la commune de 27 €. Une sanction peu dissuasive. Et en voilà un autre, un de plus. On va lui demander où il va, lui. Monsieur, bonjour, je suis le maire de la commune. Ah bon, et vous ne savez pas que c'est interdit au poids lourd? Comment? Ah mais même au circuit, c'est la traversée du bourg qui est interdite. Eh bien vous prenez la RCA et vous sortez par le bas. Il y aurait une barre à 2,50 m, vous ne pourriez pas passer. Donc il faudrait bien trouver une solution. Allez-y. Ce camion de petit gabarit est en infraction. Mais magnanime, le shérif de Montbeugny le laisse passer. Si le maire fait la guerre aux poids lourds, c'est que l'école est à proximité de la rue principale. Il craint qu'un enfant ou un habitant se fasse un jour renverser. Et toi, tu la prends souvent, la RCA? Oh bah moi, j'évite de la prendre. Je passe par les côtés, mais c'est la route de la mort pour moi. Le village de Montbeugny est au cœur de la portion la plus meurtrière de la RCEA. En 19 ans de mandat, son maire y a déploré une vingtaine de morts. Il a même été témoin de l'accident le plus grave, en 2016. C'était là, à cet emplacement-là, qu'on sont décédés 12 Portugais dans un minibus, vers l'arbre là. Et c'était terrible, terrible, terrible. Des débris, des sièges, des affaires personnelles éjectées sous la violence du choc. Il est 23h47 hier soir, lorsqu'un fourgon parti de Suisse avec à son bord 13 personnes d'origine portugaise se déporte et vient percuter ce poids lourd qui circulait en sens inverse. Ça, c'est marquant, ça vous marque à vie. Ce qui est le plus terrible, c'est que vous aviez les corps qui étaient là par terre devant vous et vous entendiez les téléphones sonner. Les gens qui avaient entendu à la radio qu'il y avait eu un accident et qui essayaient de joindre leurs proches pour savoir si c'était eux, si c'était pas eux. Il ne se passe pas une journée sans que j'y pense. Ce qui révolte le maire, c'est que toutes ces vies auraient pu être sauvées. Conçue et financée par l'État il y a 50 ans, cette nationale était à l'origine prévue sur 4 voies, avec une séparation centrale. Mais pour faire des économies, l'État a fait machine arrière et fait construire qu'un seul côté de la route. Une aberration pour le maire, car certaines infrastructures étaient déjà installées. Tous les ponts, quasiment tous les ponts, à 90%, sont prêts. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a la voie actuelle, et là, je suis exactement à l'emplacement de la voie qui passe sous cette arche qui est prête. Donc aujourd'hui, si ça avait été suivi une mise à 2 voies, on serait au milieu de la route. Et on aurait ici le terre-plein central qui séparerait les 2 fois 2 voies. Il y a de quoi être en colère quand on voit la circulation qu'il y a et que tout est prêt et ça piétine. Et ce qui rend les élus quand même furieux que ça avance pas plus vite. Aujourd'hui, l'État a cédé cette portion de la RCEA dans l'Allier à un concessionnaire privé qui en fera une autoroute à 2 fois 2 voies. Mais cela risque de prendre du temps. En France, l'État finance et entretient les nationales à 100%. En 2006, il investissait 4 milliards pour la construction et la rénovation des routes. Le problème,
c'est que 10 ans plus tard, pour réduire le déficit public, le gouvernement a divisé par 2 ce budget. Il ne met plus que 2 milliards par an. L'État a également réduit les dotations aux départements et aux communes de 20%. Résultat, mal entretenu, tout le réseau routier français s'est détérioré. Une dégradation qui touche même les grandes villes. Une catégorie d'usagers en sait quelque chose. Ce sont les motards. Ils ne représentent que 2% du trafic, mais 25% des tués. Et voici leurs pires ennemis. Des ralentisseurs fissurés par l'usure ou les intempéries qui, à la moindre pluie, se révèlent glissants. Des nids de poules profonds capables d'entraîner des sorties de route. Ces pièges se sont révélés mortels dans la station balnéaire de la Grande Motte. Le 29 juin 2018, parmi les milliers de touristes, un jeune rentre de la plage à moto. Il emprunte 7 routes du littoral et perd la vie dans ce virage. Un virage qui a anéanti cette famille de motards. Ah, j'ai déjà mal au cœur. En venant là. Bernard et ses 2 fils ont perdu Julien, le petit dernier de la fratrie. Il n'avait que 23 ans. Sur les lieux du drame, le père repère immédiatement les traces du trou dans la chaussée qui a provoqué la chute mortelle. T'as vu Adrien? On voit toujours la griffure par terre là. Tout le trou qu'il y avait au milieu, là on voit bien où il y a la différence de goudron quoi en fin de compte. Donc là ils ont bien tout rebouché. Hein. Tout l'endroit où c'était abîmé quoi. Il y a du jus quoi. Malgré son jeune âge, Julien était un motard expérimenté. Passionné de 2 roues depuis l'adolescence, il voulait y consacrer sa vie et ouvrir un garage. Un rêve brisé par un trou. Trahi par des routes qu'il aimait tant. Julien est arrivé, il s'est pris le trou qui était là. Soit il a accroché la béquille, soit il a planté de la roue devant. Ça lui a fait perdre l'équilibre. Et après, quand on avance un petit peu, on peut voir un peu plus loin les traces où on voit que la moto a creusé le bitume. Et donc, il a guidonné d'ici et la moto, elle est tombée là. Donc, ça a raccroché et ça l'a éjecté de la moto. Le fait de l'éjecter de la moto, après, ça l'a propulsé sur la barrière en bois. Et c'est ce qui a été fatal. Parce qu'il est tombé là où il n'avait pas de protection, entre le casque et le blouson. La barrière, elle avait été cassée en 2. Ça l'avait cassé avec l'impact. Ce jour-là, des gendarmes contrôlent des véhicules à seulement 200 mètres. Alertés par le bruit du choc, ils se précipitent vers Julien. Parmi les gendarmes, il y avait un gendarme secouriste qui a essayé de le ranimer, mais il n'a pas réussi à le faire revenir, quoi. Donc c'était trop tard, le choc a été trop dur. Et vu où l'impact a eu lieu, je pense qu'il avait certainement peut-être une hémorragie interne ou quelque chose. Enfin bon, ça me fait mal d'en parler, quoi. Parce que je m'imagine. Tout ce que j'espère, c'est qu'il ne l'a pas vu arriver et qu'il n'a pas souffert, quoi. C'est tout ce que j'espère. Voilà. Si Julien a chuté, ce serait à cause de ces 3 vannes en plein milieu de la route. Cette photo, prise 2 ans avant l'accident, montre que le revêtement avait déjà commencé à se détériorer. Une dégradation qui s'est poursuivie pendant des mois avec le passage répété des voitures au point d'engendrer 3 trous béants. Ouverte par les gendarmes en août 2018, l'enquête est toujours en cours. En colère, la famille de Julien désigne la mairie de la Grande Motte comme principale responsable. Comme toute ville, elle a l'obligation de rénover ses routes. Pour moi, je suis désolé, c'est une négligence au niveau de l'entretien, c'est un piège qui a été tendu à quelqu'un. C'est tombé sur mon frère et voilà ce qu'il en ressort, c'est que ça lui a coûté la vie. Clairement, on lui a tendu un piège. Les routes, elles tuent, mais pas que par le portable, pas que par l'alcool, pas que par la vitesse. La preuve, elle tue maintenant les routes
en France par le mauvais entretien, la négligence des élus. Nous avons contacté la mairie de la Grande Motte, mais elle ne souhaite pas s'exprimer sur l'accident. Si elle est reconnue responsable, elle pourrait être condamnée pour homicide involontaire. Excédés par l'état des routes dangereuses, les motards de l'Hérault ont décidé de frapper fort à 40 km de là. Ce samedi, une centaine d'entre eux va mener une opération coup de poing à Sète, une des villes les plus touristiques de la côte méditerranéenne, célèbre pour ses canaux. Objectif, exiger des explications du maire sur le mauvais entretien des routes. À la tête de ce rassemblement, Jean-Michel, responsable d'une association de défense des motards. Alors, tu t'allonges devant l'infrastructure douteuse ou la voirie défectueuse. T'imagines, un corps blessé, voilà. Après une chute de moto, voilà, tu te mets dans une position et moi je t'entoure de peinture au sol, ok? En investissant les rues de Sète si nombreux, Jean-Michel et les autres motards veulent créer l'événement et mettre les élus face à leurs responsabilités. Pour marteler leurs revendications, ils vont utiliser une méthode radicale en prenant à témoin les habitants. On a un affaissement de la chaussée qui est important. Muni de bombes de peinture, Jean-Michel commence par cibler ce carrefour très dangereux à l'entrée du centre-ville. Pour symboliser un accident mortel, il dispose une moto renversée et le cadavre de son pilote. Là, l'exemple type du trou qui a tué Julien. Voilà, là c'est l'exemple type du trou qui a tué Julien à la Grande Motte. Une petite bouche d'égout, une petite bouche de manœuvre et un trou béant autour. C'est exactement ça qui a tué Julien à la Grande Motte, c'est exactement ça. Ça a l'air petit, mais sur une moto, ça a des effets dévastateurs. C'est la gamelle assurée, là c'est sûr. Et voilà, et là, ça c'est vraiment flagrant. Dans des villes de l'importance de Sète, on ne devrait pas avoir ça. Et un jour, il y aura un mort et après on va pleurer. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce qu'on va dénoncer ces problèmes d'infrastructure. Il y en a marre de voir des trucs comme ça. C'est aberrant. Dans les rues de Sète, Jean-Michel et les motards ne passent pas inaperçus. Et leur ras-le-bol est largement partagé par les habitants. Il dénonce l'état des routes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis bien d'accord avec eux. Pourquoi? Elles sont comment? Il y a certaines routes qui sont un peu... Ils oublient de les entretenir. Personne ne fait rien. Il faudrait tout refaire. C'est catastrophique. On va faire un stop à la mairie, là. Pourquoi la mairie? Pourquoi la mairie? On espère qu'il y a des élus qui seront là, ou des gens qui peuvent éventuellement répondre à nos questions. On va frapper un grand coup. On va faire savoir aux municipalités. Depuis plusieurs jours, Jean-Michel et son association tentent d'obtenir un rendez-vous auprès du maire. Mais leur demande est restée sans réponse. Devant l'hôtel de ville, toujours aucune trace d'élu. Est-ce qu'il y aurait un élu de Sète ou un porte-parole de Sète? Non. Vous avez pu constater que dans notre belle ville de Sète, il y a quand même des voiries et des infrastructures qui sont plus que déficientes et qui peuvent créer des morts ou des blessés très graves. Et la famille de Julien qui est là aujourd'hui, Bernard et Adrien, la souffrance de ces gens-là est toujours aussi vive. Donc c'est important que les pouvoirs publics prennent conscience de tout ça. Le combat est loin d'être gagné. Allez, on y va! Mais à Sète, Jean-Michel et ses motards peuvent compter sur de précieux alliés. Ah ben il y a un monsieur en trottinette, il va zigzaguer entre les trous. Bonjour, zigzaguer entre les trous. Là c'est dur là, hein? Et oui, quand on voit l'état de cette route. Véronique Calueba-Rizzolo a entamé un bras de fer avec la mairie pour améliorer l'état des rues. Cet élu de gauche, dans l'opposition depuis 10 ans, se bat aux côtés de François Liberty, l'ancien maire de Sète. Ensemble, ils tirent la sonnette d'alarme sur les investissements consacrés aux routes. Aujourd'hui, ce budget est trop bas
Et il est trop bas depuis plusieurs années. Et au bout d'un moment, avec 870 000 euros cette année, je ne sais pas, on ne va pas y arriver. Donc il y a vraiment besoin d'augmenter l'enveloppe et une planification et faire un bilan. Il y a encore 2 ans, la municipalité investissait 1 200 000 euros dans l'entretien des routes. En 2019, ce seront seulement 870 000 euros. Une chute de 30%, incompréhensible pour ces élus d'opposition. Pour eux, il y aurait 80 rues à renouveler d'urgence. Alors, on est sur un rythme de rénovation, d'entretien de l'ordre de 7, 8, 10 par an. Voilà. Mais c'est au regard... insuffisant. On n'arrive jamais à rattraper le retard. Et la chaussée, c'est un minimum. C'est qu'on y roule pour aller travailler, pour amener les gamins à l'école, pour aller faire des courses. On y roule en vélo, on y roule en 2 roues. Donc il y a la colère des Sétois, elle s'exprime. Mais la mairie ne l'entend pas parce que ce n'est pas leur choix politique. On se voit au conseil municipal. Ciao, à tout à l'heure. Allez. Pour faire bouger les choses, Véronique se rend quelques heures plus tard au conseil municipal. Elle veut demander des comptes et interpeller cet homme. C'est François Comène, l'actuel maire de Sète. Élu d'hiver droite, il est à la tête de la municipalité depuis 18 ans. La communication de la mairie ayant ignoré nos demandes d'interview depuis plusieurs semaines, nous filmons les débats en caméra cachée. Assise au premier rang, Véronique, l'élu de gauche, interpelle le maire. Au titre de la voirie, nous n'avons attribué cette année que 870 000 euros. Ce qui fait quand même pas beaucoup vu l'état lamentable des rues de notre ville. Il y a des trous qui sont là depuis 2 ou 3 ans, qui n'ont jamais été réparés. Donc il y a vraiment besoin d'un gros travail à faire. L'intervention de l'élu est saluée par une partie du public. Réponse du premier adjoint au maire, en charge des voiries. Nous avons, contrairement à celui beaucoup fait sur les voiries au cours des 3 derniers exercices. Donc, effectivement, on peut toujours relever les rues où effectivement il y a des travaux à faire. Après, vous savez, le verdict, vous savez où il est, dans les yeux. Donc, je suppose que si les Sétois ont réuni 3 fois M. Comène, c'est pas parce qu'on a des rues en rue. La réplique est sans appel. La municipalité conteste le diagnostic de Véronique et affirme qu'elle fait son travail. En fin de conseil, nous tentons d'obtenir auprès du maire des explications sur la baisse des budgets alloués aux routes. Mais le dialogue va se révéler compliqué. Est-ce que je pouvais poser une question au sujet des voiries sur Sète? Pourquoi tant d'élus, justement, cherchent à vous poser cette question? Est-ce que vous souhaitez répondre à une question? Comment est-ce que je peux obtenir un rendez-vous avec vous? On a essayé à plusieurs reprises. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Vous demandez un rendez-vous, vous demandez un rendez-vous. C'est ce que nous avons fait à plusieurs reprises. Dans les couloirs d'un conseil municipal comme ça. Mais c'est le seul moyen de vous parler. Merci. Sur un sujet simple comme ça qui peut être dangereux pour les Sétois. Est-ce que vous pensez que suffisamment d'argent de la ville est investi pour la restauration de ces voiries? Regardez les budgets. François Comène n'en dira pas plus. Mais après cet échange, les portes de sa mairie se sont soudainement ouvertes. Dès le lendemain, Émile Enfonso, le premier adjoint en charge des voiries, accepte de nous recevoir. En fait, chaque année, les communes reçoivent de l'État des dotations qui financent en partie le budget annuel d'une commune. Mais ces dernières années, les gouvernements ont réduit ces aides de 20%. D'après l'élu, c'est ce qui expliquerait l'état des routes de sa ville. Est-ce que c'est un sujet sensible à Sète? C'est un sujet sensible à Sète parce que, d'une part, il ne faut pas contester que les années 2015-2014 ont été très difficiles budgétairement pour la ville avec la réduction des dotations de l'État. Qu'est-ce qui en a pâti? C'est l'investissement. Comme je vous disais, on est passé nous, de 15 millions d'euros en moyenne d'investissement par an à 5 millions. Et donc, on a pris des retards sur 2-3 ans sur l'entretien des voiries. Entre 2014 et 2019, le gouvernement a certes diminué de 3 millions d'euros ses dotations à la commune, mais cela ne suffit pas à expliquer la baisse des investissements globaux. En fait, Sète est l'une des villes les plus endettées de France. Pour améliorer ses finances, elle a dû se serrer la ceinture. Mais le maire adjoint l'assure, la municipalité va maintenant remettre des moyens sur les routes.
Donc on va essayer de refaire une remise à niveau, notamment en prenant en compte les remontées de la population ou d'associations comme les motards en colère, pour essayer donc d'avoir un rattrapage assez conséquent et qui vraiment soit bien ressenti par la population et les usagers. On va faire ce qu'il faut. Donc bonne nouvelle en fait pour les Sétois là. Bonne nouvelle pour les routes. Tout va bien se passer, vous allez travailler avec les motards, les Sétois vont avoir leur trou rebouché. On va faire beaucoup d'efforts. Depuis, le conseil municipal a voté une enveloppe supplémentaire de 580 000 € pour restaurer une partie de la voirie. À quelques mois des élections municipales, il a même annoncé l'attribution prochaine d'un marché public de 6 millions pour refaire 31 rues, soit 7 km de bitume. Aujourd'hui, si le réseau routier des grandes villes se dégrade, c'est en milieu rural que la situation est la plus critique. En France, les petites communes sont traversées par 600 000 km de routes, soit 55% du réseau routier français. Un vaste patrimoine qu'il faut entretenir et qui représente une charge financière considérable. Nous sommes à Grandjean. Dans ce village de 300 habitants en Charente-Maritime, un homme connaît ce problème par cœur. Alain Fouché, le maire, passe son temps à parcourir les 11 hameaux dispersés sur son territoire. Pour moi, c'est un paradis. Si la commune, c'est un petit paradis. Mais c'est vrai que un paradis avec tant de routes à entretenir, ça devient vite un enfer. Un enfer qui s'étale sur une centaine de kilomètres de petites routes sur cette commune. Des chaussées qui ressemblent à un champ de mine, des nids de poules et des accotements fracassés par les intempéries. Du bitume dégradé à n'en plus finir, dont monsieur le maire n'est pas vraiment fier. Mais entretenir son réseau est un sacré casse-tête financier. Voilà, alors ce genre de petites routes, vraiment, si on veut refaire le réseau routier global, on est parti sur on dépasse les 100 000 €. Les petites communes comme la nôtre, on n'a vraiment pas les moyens de se permettre des travaux comme ça. Si Alain Fouché ne peut dépenser 100 000 € en travaux routiers, c'est que le budget annuel de sa commune n'est que de 260 000 €. Un montant qui inclut la dotation de l'État de 25 000 €. C'est 4 fois moins qu'il y a 10 ans. Après avoir payé ses employés municipaux, financé son école maternelle et réglé ses frais obligatoires, il ne lui reste que 1 500 € pour ses routes, une somme dérisoire. D'ailleurs, ce jour-là, le maire va dépenser ses derniers deniers. Voilà, après c'est du chemin, donc vous démarrez là. D'accord. Vous avez les tronçons, vous les connaissez? Oui, vous les avez repérés de toute façon? Vous avez le plan? Oui. Le maire n'a plus que 600 € pour refaire les portions les plus endommagées de son village. Avec cette somme, il ne va pouvoir faire qu'une rénovation superficielle du revêtement. Démonstration. Ce camion envoyé par une entreprise publique asperge les parties abîmées avec une colle à base de pétrole et la recouvre avec ses gravillons. C'est l'une des techniques les moins chères. Cette société facture chaque mètre carré 1,33 € et le compteur défile vite. Et l'avantage, c'est qu'en plus, si je comprends bien, là, vous avez les métrés en direct. Voilà, c'est ça. En fait, quand, par exemple, voilà, vous nous avez commandé tel budget, oui. 1 000, 2 000, 3 000 €, et ben, eux, ils ont, voilà, on a des ratios mètre carré. On sait que voilà, un mètre carré, c'est tant d'euros. Et eux, en instantané, sur la machine, ils savent voilà, où ils en sont. Oui. Et puis après, ils s'arrêtent au moment donné. Voilà, et quand ils sont arrivés à la somme, clac, ils coupent. Et puis on sait, voilà, au mètre carré près, au centime près, ce qu'on a appliqué et ce qu'on va facturer à la commune. Avec 600 €, le maire ne peut s'offrir que 400 mètres carrés de revêtement rénové. En 1 heure à peine, il va dépenser 40% du budget annuel consacré au réseau routier. Et l'entreprise ne lui fait pas de cadeau. Dans la cabine, dès que l'opérateur repère sur l'écran que la limite des 400 mètres carrés de revêtement a été atteinte, il cesse instantanément la projection de gravillons en plein milieu de la rue et s'en va. Donc là, est-ce que vous avez encore du budget voirie? Non. Le budget voirie, cette année, c'est terminé. C'est
le rafistolage, le bricolage, moi j'appelle ça fait. Alors bon là, ce côté de la commune sont heureux. Évidemment, c'est au détriment de ceux qui habitent de l'autre côté de la commune. Alors j'ai fait des contents d'un côté, mais des mécontents de l'autre. Mais bon, c'est bien, c'est bien. Puis je vous dis pas à bientôt parce que... On peut, hein. Il n'y a pas l'argent pour dire à bientôt? C'est ça sera à bientôt, mais sûrement l'année prochaine. Enfin, on verra. Si je trouve des financements cette année, on fera. Mais pour momentanément, c'est du hors budget. Ces rustines permettent certes de repousser des travaux de réfection totale qui seraient 10 fois plus coûteux, mais elles ne tiendront qu'1 an ou 2. Bientôt, il faudra recommencer. Un problème sans fin. Du coup, quand le budget est épuisé, monsieur le maire est condamné à faire de la prévention. Quelques heures plus tard, il se rend à l'autre bout du village sur une route truffée de trous. Alors ça fait du 40 cm de large sur 1 mètre de long. Oui. Alors, on en a un autre un peu plus court là-bas, puis une troisième en formation. Et là, une pluie ou deux, 10 passages de camions, et j'aurai la totalité qui sera défoncée sur 50 mètres. Pour protéger ses habitants, Alain Fouché en est réduit, faute d'argent, à une technique plutôt atypique. Portable à la main, il utilise une application gratuite créée par une association d'automobilistes. Son objectif, recenser toutes les routes de France en mauvais état. Je vais sur le menu déroulant dans lequel je trouve route glissante, route étroite, accotement mal aménagé, dos d'âne et nid de poule. Voilà, donc je signale nid de poule. Voilà, c'est fait. Et donc maintenant, le niveau de danger que génèrent ces trous, et ici j'ai de 1 à 5. Donc je vais les noter 3 sur 5. Et j'envoie, voilà. À partir de maintenant, les autres usagers sont au courant du danger présent à cet endroit-là. Donc vous dénoncez vos propres Oui, trous? oui, bien sûr. C'est surprenant quand même. Ça fait partie des responsabilités. Si je fais l'autruche, je dis bon, j'ai des trous, je ne les dénonce pas. J'ai un accident demain. J'en suis doublement responsable. Qu'est-ce que vous risquez en tant que maire? Oui, je risque d'être mis en examen et d'être impliqué dans la cause de l'accident. Vous savez, maintenant, on est un peu comme aux États-Unis, hein, on cherche toujours à savoir qui va payer. Mais pour vous, c'est la faute de qui tout ça? C'est la faute au payeur. C'est qui le payeur? L'État, qui nous donne plus les moyens. Depuis ce tournage, les routes du village ont subi de plein fouet la sécheresse de l'été et se sont toutes fissurées. Pour faire face à ces dépenses imprévues et obtenir un financement exceptionnel, le maire a carrément déposé une demande de classement en catastrophe naturelle. La baisse des subventions de l'État a impacté tous les villages de France. Alors, pour pallier aux restrictions budgétaires et à la détérioration des routes, certains chercheurs travaillent secrètement près de Nantes. Leur défi, inventer le revêtement du futur. Un revêtement indestructible, capable de durer dans le temps. Leur solution, c'est peut-être cette machine à user la route. Unique en Europe, elle peut reproduire en quelques mois seulement l'équivalent de 10 ans d'un trafic de poids lourds. Ce sont eux qui dégradent le plus les chaussées. C'est bon, la vitesse est en train de diminuer. On va pouvoir y aller. Allez. D'accord. Pierre Orniche est le directeur de ce laboratoire public spécialisé dans les infrastructures de transport. D'accord. Le gros bébé sur lequel il veille s'appelle un manège de fatigue. Donc c'est un simulateur de trafic. Donc l'intérêt de cette machine, c'est de pouvoir simuler en accéléré le passage des poids lourds sur une chaussée. Donc on va construire une chaussée comme dans la réalité et on va lui faire subir des cycles de chargement avec le manège jusqu'à ce qu'elle se dégrade et donc on va pouvoir la suivre pendant toute sa durée de vie en accéléré. Et donc on va pouvoir simuler plusieurs centaines de milliers de passages de poids lourds en un mois. Au maximum, si on tourne en continu, 500 000 passages de poids lourds en un mois. Donc en 2 à 3 mois, on va pouvoir évaluer l'état d'endommagement de la chaussée. Aujourd'hui, l'équipe de Pierre doit procéder à des mesures de dégradation sur un nouveau revêtement.
Un constructeur privé a conçu un bitume innovant et passé un contrat avec cet institut public pour le tester. Grâce au manège de fatigue, cette nouvelle portion de goudron a subi en 2 mois l'équivalent de 10 ans de circulation avec un trafic moyen de poids lourds. Donc en fait, on suit l'enfoncement de la chaussée par rapport à un niveau initial. Donc quand les roues vont passer, la chaussée va se déformer. Et en général, on considère que 15 mm d'enfoncement, ça correspond à un endommagement fort de la chaussée. Parce qu'après, on va avoir de l'eau qui va rester dans les traces des roues. Et donc on va avoir après des problèmes de sécurité, d'évacuation de l'eau. À l'œil nu, la chaussée n'a pas l'air endommagée. Mais les mesures vont révéler une toute autre réalité. On voit bien qu'on arrive quasiment à 10 mm d'ornirage sur la partie centrale. Là, on est à 10 mm, on n'a pas encore atteint la durée de vie de la chaussée, mais ça évolue. Le manège de fatigue va continuer à tourner jusqu'à l'usure totale du revêtement. Le but, définir son point de rupture et sa durée de vie. Ce point de rupture, c'est la hantise des constructeurs de route. Ça, c'est un échantillon qui a été prélevé sur une autre chaussée qui a été testée. Et on voit que la fissure coupe toutes les prouvettes. Et on voit ici le contour de la fissure en surface. Et donc, quand on a des fissures comme ça, on va avoir l'eau qui va également s'infiltrer dans la structure, qui va pouvoir aller dans la base et dégrader le sol. Et donc là, les dégradations vont s'accélérer de plus en plus. Donc, il faut éviter d'avoir des fissures qui traversent l'ensemble de la structure. Repousser au maximum l'apparition de ces fissures, c'est l'obsession des fabricants et des pouvoirs publics. Sur ce cercle, un autre constructeur privé fait également tester son nouveau revêtement et il a peut-être la solution miracle. Donc en fait, il n'y a pas d'endommagement pour l'instant ? Non, pour l'instant, on n'observe aucune fissuration. D'accord, donc c'est celle qui se comporte le mieux en fait, par rapport aux autres matériaux. Pierre a beau chercher, aucune trace de dégradation. Pourtant, cette surface a subi le même test d'usure que ses concurrentes. Et sa résistance n'est pas son seul avantage. Alors l'intérêt de ce matériau-là, c'est qu'il est entièrement renouvelable. Et aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises recherchent des nouveaux substituts au bitume. Donc le Biofalt, il est issu en particulier de résine de pin. Et donc on va pouvoir en fabriquer autant que nécessaire. Et donc le substituer au bitume d'origine pétrolière. Ce manège de fatigue a permis d'améliorer la qualité de nos routes. Permettra-t-il un jour de trouver le bitume du futur ? Une certitude, pour sécuriser et remettre en état le réseau français, le gouvernement devra investir, selon les experts, 1 milliard d'euros par an pendant 20 ans, rien que pour ces nationales. Pour le moment, avec 800 millions d'euros par an, le compte n'y est pas. La disparition des routes dangereuses n'est malheureusement pas pour tout de suite.